comment est-ce qu'on tient le coup? Comment penser l'impensable? Comment continuer à voir tout ça? Peut-être déjà personnellement, sur un point personnel, et puis par rapport aux autres personnes qui ont Non, mais peur voilà, sur, d'ouvrir les yeux hmm. là-dessus. Sur un point personnel, moi je voulais remercier toutes ces femmes et ces hommes qui sont juste des monstres d'humanité. En fait, l'innommable révèle l'humanité, l'incroyable humanité qui révèle en chacun de nous. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré des personnes qui ont réussi à travers ces supplices et ces martyrs à retrouver la force pour partir au combat et continuer de rayonner. Ben ça, quand vous êtes témoin de ce genre de personnes, vous n'avez qu'une chose à dire, c'est à remercier, parce que non seulement vous vous enrichissez de cette force inouïe, et en même temps vous avez envie d'accompagner ces personnes tout en restant à votre place. Moi je suis juste un réalisateur qui essaye de montrer des choses, qui essaye de faire comprendre des choses, en plus sans aucun commentaire. Elle est là la force du sujet, c'est que dans ces 10-52 minutes de C'est notre petit secret, il n'y a aucun commentaire, il n'y a pas de place aux commentaires, parce que le sujet est tellement fort et les informations sont là, il y aura également toutes les preuves, on donne toutes les preuves dans ces les preuves, les attestations, les preuves dont on parle dans le film on termine avec ça à la fin de chaque documentaire. C'est juste pour dire qu'il faut vraiment que cette thématique soit vraiment la priorité aujourd'hui de la population, qu'elle s'intéresse, qu'elle prenne à bras le corps. Il faut qu'elle regarde ces femmes et ces hommes qui sont juste exceptionnels de vie, de persévérance, d'abnégation, de résilience. J'ai pas de mots en fait, tellement ces initiatives ou cette force force l'admiration. C'est Qu'est-ce que ça. ça change finalement comme regard sur le monde? Bah, vous l'aimez encore plus paradoxalement. C'est horrible. Ouais. À travers ces horreurs, à travers ces immondices, à travers cette répugnance, à travers ces injustices qui sont juste inimaginables, le simple fait de voir à quel point ces femmes et ces hommes réussissent à se transcender pour survivre à ça, bah vous dites waouh, comment font-elles? Comment font-ils? C'est pas à l'école de parler à des gamins de 4 ans de plaisir, de jouissance, de masturbation. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est en train d'effracter des enfants et de faire ce que Ferenczi appelait la confusion des langues, qui est pour moi un abus sexuel. C'est sur cette confusion de langues que reposent d'ailleurs toutes les situations d'emprise et les situations d'inceste, où on confond le langage de l'adulte, qui est un langage de la sexualité, avec le langage de l'enfant, qui est un langage de l'attachement et de la tendresse. L'enfant a besoin de liens d'attachement, il a besoin de faire confiance, il a besoin de tendresse, mais il n'est pas encore génitalisé, il n'est pas arrivé à maturité. Donc, venir lui parler de changement de sexe, de jouissance, d'éjaculation, pour un enfant qui n'a même pas les moyens physiques de comprendre ce que c'est que cette expérience, c'est juste abominablement violent. Et il ne faut pas s'étonner que les cas d'enfants qui agressent sexuellement d'autres enfants dans les toilettes des écoles augmentent à partir du moment où on va appliquer ces programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. D'ailleurs, la loi était tellement dévoyée qu'on devait lutter contre le porno, les addictions, etc. Il n'y a pas un mot dans ces programmes sur ce que c'est que l'addiction. Par contre, sur des sites financés par l'argent public, donc l'argent du contribuable qui n'en est ni informé, ni à qui on ne demande pas son avis, des enfants de 11 ans peuvent avoir accès à des pratiques qu'ils auraient eu tout le temps de découvrir par eux-mêmes avec la personne de leur choix, quand ça aurait été le moment pour eux de le faire. Comment permettre à un enfant d'identifier un comportement sexuellement inadmissible d'un adulte, etc., si on n'en parle pas quand il est petit? Dans le cas où il a une famille maltraitante, où c'est pas tout rose, où il n'a pas accès à pouvoir poser des questions à un adulte, etc. C'est pas en parlant à l'enfant de la fellation et autres pratiques sexuelles que vous allez le protéger de l'abus. Vous allez déjà l'abuser, c'est-à-dire que vous allez le sidérer dans quelque chose qui n'est pas, il n'a pas la maturité pour métaboliser.
Et donc, comme il en aura entendu parler, il risque même, quand un adulte voudra le pratiquer avec lui, de dire « Ah bah oui, je connais, ah bah tiens, je vais essayer, ah bah c'est nouveau, ah mais on m'a dit que c'était pour le plaisir ». Parce que parfois, les contenus, c'est pour le plaisir. On peut lécher les testicules du garçon. En quoi ça protège cette petite fille d'avoir entendu ça à l'école ? Ça, c'est dans les textes. En revanche, nous, on l'a eu en témoignage de parents qui nous disaient « Ma fille a eu ça en cours, l'infirmière scolaire ou la personne qui faisait le cours d'éducation sexuelle », parce qu'on ne sait pas que c'est pas les profs qui sont bien formés très spécifiquement comment on prévient l'abus. Ça demande une formation par un psychologue. En fait, c'est souvent des militants d'associations. Qui sont idéologiquement... Et les parents sont pas au courant qu'il y a un militant de l'association qui va rentrer dans l'école. Alors qu'ils sont idéologiquement orientés, mais ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas à venir substituer ça à un programme scolaire. Donc, si vous voulez protéger votre enfant de l'abus, la parole à poser, elle est simple et elle doit être posée le plus tôt possible. Moi, je l'ai fait dès que mes enfants étaient dans le bain et qu'on parlait, quand ils avaient 1 an et demi, je commençais à leur expliquer, voilà, ton corps, il t'appartient. Personne n'a le droit de toucher ton corps. Même le médecin, il doit te demander. Voilà. Donc, quand on allait chez le pédiatre, j'étais toujours à côté. C'était moi qui déshabillais mon enfant, qui lui expliquais les gestes du médecin, par exemple. Et vous dites à votre enfant, personne n'a le droit de te toucher sans ton autorisation. Et de toute façon, un adulte n'a pas à te toucher. Dans ton ouvrage, Jacques, justement, c'est ce que je disais avant que tu nous rejoignes via WhatsApp, c'est que c'est un vrai devoir de mémoire. Je souhaitais à la fois te remercier et te féliciter de l'avoir fait, cet ouvrage, hein, je le rappelle, La pédocratie à la française. Déjà, rien que le titre m'a interpellé, parce que justement, c'est une véritable pédocratie que nous vivons, où nous sommes dans une société qui finalement... maltraite les enfants, et on l'a vu durant le Covid avec la tyrannie covidiste, le port du masque, le harcèlement d'État, etc. Mais on le voit aussi sur le plan pédocriminel, et c'est vrai que le terme pédophile, c'est ce qu'on employait avant, mais aujourd'hui, le terme pédocriminel est beaucoup plus adéquat. Et au niveau des scandales d'État qui jalonnent un petit peu les politiciens, etc., j'évoquais donc en début d'émission l'affaire Maznef, tout ce qui se passait à Marrakech, hein, Pierre Berger, etc. Mais aussi l'indifférence et j'allais dire l'omerta que Jacques Toubon, qui était à une époque défenseur des droits, avait mise en place. Dans le milieu littéraire aussi, et ça m'a intéressé le témoignage de François Bunel, ex-animateur de la Grande Librairie, sur justement l'omerta par rapport à Maznef et à d'autres personnalités. Et puis, bien sûr, l'affaire du Choral, avec Immonde, avec Roger Olindre. Il faut quand même lui rendre hommage à Roger Olindre, qui avait dit que Jack Lang avait sodomisé un enfant mort qui était dans un seau rempli de merde, et il dit « Arrêtez-moi à la sortie si je mens », et personne ne l'a jamais arrêté, et Jack Lang n'a jamais porté plainte pour diffamation. Et ça, c'était en 97, je crois qu'il avait dit ça à l'époque. L'affaire Zandvoort, l'affaire Patrice Allègre, Bodis, Carl Zéro était à parler de cette affaire, et puis Frédéric Mitterrand, qui a eu les honneurs de la République, alors qu'on sait un petit peu comment il fonctionnait avec les petits-enfants. Il en a même fait des ouvrages aussi, mais comme c'était le neveu de François Mitterrand, il était intouchable. Et puis l'affaire Milton, l'affaire aussi Pollack, Michel Pollack, hein, de son vivant, qui avait aussi maille à partir avec des gosses. Et puis un peu plus loin, tu nous fais un petit peu un florilège avec Dolto, Françoise Dolto, qui accessoirement était la mère de Carlos, hein, le chanteur. Et puis, bien sûr, je voudrais m'arrêter sur 2 points sur l'affaire Le Squarneck, parce que l'affaire Le Squarneck, c'est un des pires scandales pédocriminels de ces 50 dernières années, avec ce chirurgien qui a violé des centaines de victimes, avec un écartage entre des nourrissons et des adultes. Entre un chasseur d'enfants, un chasseur, c'est-à-dire un pédophile, qui se fait livrer des enfants pour les martyriser, pour les violer, etc., et un roi qui est trop faible pour résister à la jolie pépette qu'on lui a installée dans un lit de soie, et on lui dit « vas-y, tu peux, personne ne regarde », il y a quand même une nuance. Et la nuance... Oui, mais alors, une question quand même, une précision. Ces enfants qu'on présentait à Louis XV. Voilà. Oui.
Alors, D'où venait-il? D'où venait-il? voilà, la question est bien posée. Ils étaient mis dans son lit par l'intermédiaire de sa maîtresse qui, infectée, là où on pense, par l'infidélité de son royal amant, avait reçu de son médecin traitant l'interdiction d'officier. C'est-à-dire que madame, dans l'état dans lequel vous êtes, vous ne couchez plus avec le roi. Comme Elle avait la syphilis, c'est ça, on peut le dire. Hein. Elle avait une salpingite. Plus que ça, Elle d'accord. laissait des traces quand elle marchait. C'est ce qu'on racontait. On l'a humiliée avec ça, c'est atroce. On l'a chansonnée, c'est... J'aurais pas aimé être la Pompadour. Les petites filles, la maîtresse du roi, dans l'impossibilité d'officier, voilà, non, je peux pas. Dans l'impossibilité d'officier, a décidé de remplir la couche du roi elle-même. Elle avait un frère qui était un coquin et qui se chargeait de la chose. Donc, par un réseau interpersonnel, le roi n'aurait pas fait rafler. On n'aurait pas raflé des enfants dans la rue pour les donner au roi. C'est aberrant. C'est aberrant. Il y avait une filière qui passait par l'intermédiaire du frère de la marquise. Le frère de la marquise était bien avec un tel, qui était bien avec un tel, qui connaissait un peintre, qui avait fait un portrait d'une petite fille, etc., etc. Ça passait par le premier cercle. Voilà. Donc, ces petites filles ont été mises dans le lit du roi de façon absolument éhontée. L'affaire est entendue. Mais la rafle d'enfants dans les rues ne le regardait pas, ne le concernait pas. Mais or, dans la mesure où il consommait lui-même des petites filles, il ne pouvait pas s'élever autoritairement contre... Voilà, c'est le roi piégé. À quoi sert la pédophilie de réseau? À tenir les gens de pouvoir. Finalement, on comprend que c'est quand même une pratique qui date, hein, finalement. On en parle aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, mais c'est une pratique qui date. Oh là, et c'est pas Louis XV qui l'a inventé, hein, c'est pas Louis XV qui l'a inventé. Moi, quand je remonte dans les affaires de pédophilie, on arrive beaucoup plus loin. Mais alors, ce qui se passe pendant cette période que j'appelle de la Marche Rouge, c'est-à-dire 1750, c'est que ça devient une affaire d'État. Alors, ça n'est pas dit que le roi couche avec des petites filles. Personne ne le dit. Il y a aucune instance pour le dire. Mais les domestiques parlent aux domestiques. Et comment sait-on que le roi couchait avec des petites filles? Eh bien, il les amenait pas au château de Versailles. Il avait une maison pas très loin, c'était dans Versailles. Hein, c'est dans le quartier de ce qu'on appelle le Parc aux Cerfs. C'est un quartier de Versailles où j'ai traîné mes guêtres il y a pas longtemps. Hein. Versailles est relativement épargné par la modernité. On retrouve enfin beaucoup dans Versailles. Il faut se promener dans Versailles. On retrouve beaucoup dans Versailles, le Versailles ancien. Donc il y avait une maison dans une rue un petit peu éloignée où le roi venait retrouver les petites filles que le frère de la marquise. Alors c'était une à une. C'était pas des orgies. C'était pas un lupanar. Mais peu importe. C'était des gamines qui étaient hors d'âge, et le péché, pour parler comme on parlait à l'époque, le péché était entier. L'affaire est entendue. Sauf que les juges, eux, ils faisaient 10 fois pire. Et si le roi voulait arrêter les enlèvements, il n'était pas en position. Moi, Maria, vous avez subi l'inceste, mais vous avez aussi subi les réseaux chez vous dans la Nièvre, les réseaux pédocriminels. Oui, nous, quand on était à la DAS, ils nous faisaient aller souvent au château, à Château-Chinon, au château de Mitterrand. Et parce qu'il faut dire une chose, c'est que la Nièvre, c'est vraiment le royaume de Mitterrand, en tout cas à l'époque. Ah oui, oui. Voilà, Nevers, tout ça, c'est chez lui, quoi. Voilà. Moi, j'ai connu Mitterrand, je devais avoir 6-7 ans, à peu près. Hein. Et je voyais, en fait, parce que moi... Comment vous avez su que c'était Mitterrand? Parce qu'en fait, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, en fait, il faut savoir que la DAS m'avait diagnostiqué autiste. Parce qu'en fait, je me balançais tout le temps et je chantais. D'ailleurs, je me rappelle très bien la chanson que je chantais. C'est la chanson d'Enrico Macias, ah oui. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Je chantais tout le temps cette chanson et en fait, je parlais pas. Je parlais pas et je me faufilais toujours aux endroits où il fallait voir. Et tout le monde disait, laisse, elle est autiste, elle comprend rien. Style, on peut parler devant moi, on peut parler, on peut dire et faire ce qu'on veut devant moi, et même me violer, hein, parce que c'était open bar. Moi, j'étais la plus petite. Hein.
dans ce foyer Sainte-Hélène, où les patrons, les directeurs, ils étaient alcooliques et ils frappaient, ils ordonnaient les éducateurs de nous taper et nous violer. Vous savez, souvent les gens nous disent « Ah oui, mais quand même, vous portez des accusations, l'ASE, machin ». Mais il faut se dire aussi les choses, c'est que c'est officiel. Il y a 15 000 enfants, maintenant, hein, pas en 1980 ou je ne sais pas quand, hein, maintenant, qui se prostituent dans des réseaux au sein de l'ASE. Et c'est un article du Parisien même. Mais véridique, hein. Donc c'est une réalité, c'est pas du complotisme, c'est pas moi qui ai envie de faire du buzz ou je sais pas quoi. C'est une réalité. Et moi-même, j'ai interrogé, en tout cas, un enfant de l'ASE, qui n'a pas très bien tourné, et qui était logé dans un hôtel clandestin. Moi, j'en connais aussi. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Ça a toujours été, en fait. Parce que même aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai dénoncé, notamment dans cette émission, je me rappelle que quand je suis retournée à Nevers, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus vers moi. Mais en fait, ma maman, elle a été au même foyer que toi. Oh, mais ma maman, elle a vécu les mêmes choses que toi. J'ai dit, ah bon? Donc en fait, vous étiez donc du coup de la chair à canon, si je puis dire. Bien sûr. Pour Mitterrand et ses amis. En fait, Mitterrand, il ne se salissait pas les mains. Lui, il ordonnait de faire les choses. Et moi, au fur et à mesure que j'ai grandi, moi, en fait, je devenais la boniche. Je leur servais le café, à manger, à boire, à nettoyer les chambres qui étaient remplies de sang. Faut pas se mentir. Jusqu'à quel âge vous faisiez ça? J'ai fait ça jusqu'à 18 ans.